Bonjour et bienvenue à tout le monde. Nous parlons aujourd'hui d'arc-boutement. C'est un cours adressé aux étudiants de MSI pour les écoles préparatoires classe MP1, PC1 et PT1. Par définition, l'arc-boutement est un phénomène de blocage. Blocage de quoi? D'un solide en liaison glissière imparfaite sur un axe. Donc le solide, il est supposé glisser sur un axe, mais à cause du frottement, on dit imparfaite, c'est-à-dire à cause du frottement, ça va bloquer. Et même si une force est appliquée à ce solide dans la direction de la glissière. Quand on pousse direction glissière, ça veut dire on veut débloquer, mais ça bloquerait encore plus. Deux exemples connus que je vous présente. L'exemple du tiroir en bois que vous devez connaître. Si c'est un peu désaxé, ça va frotter, ça va coincer, et si on pousse plus, ça bloque plus. Ou aussi l'exemple du frein de porte. Cet axe-là, il est supposé ici frotter sur le sol pour bloquer la porte, pour empêcher qu'elle ne se ferme. Et si on ne veut pas qu'il remonte à l'aide du ressort, on va utiliser cette plaque trouée-là. Et l'arc-boutement de la plaque par rapport à l'axe va empêcher l'axe de monter et va assurer la fonction frein. Donc l'arc-boutement dans ce cas-là, il est désiré, il n'est pas indésirable. Bien, nous allons essayer de comprendre le phénomène d'arc-boutement à l'aide de cette petite application. Nous considérons deux solides, S1, qu'on va essayer de tirer vers l'avant à l'aide de cette force F. La force F a un bras de levier, une distance qui la sépare de cet axe-là, l'axe de S2, on va la désigner H. La longueur sur laquelle le frottement se passe est L. On a un petit diamètre D intérieur et le grand D, un repère galiléen supposé X, Y, Z pour faciliter l'étude. Donc, dans l'exemple typique de la figure ci-contre, nous allons examiner la condition d'arc-boutement, c'est-à-dire quand est-ce que l'arc-boutement se passe, pour déterminer quels sont les paramètres qui la favorisent, cette condition-là. Bien, si on parle d'arc-boutement, ça doit frotter. Donc, c'est légèrement désaxé. Le désaxement ici, il est exagéré pour qu'on puisse le voir. Donc, il y a contact au point A ici et au point B là. Bien. On aimerait prouver que l'arc-boutement, le blocage, est favorisé par un grand H, voilà, un H plus grand, une distance H plus grande, quoi aussi? Par un L plus petit, c'est-à-dire plus c'est étroit ici, plus ça va bloquer, plus c'est long, plus ça ne bloquerait pas. Favorisé naturellement par un coefficient de frottement le plus grand possible, plus si c'est lubrifié, ça ne va pas bloquer. Et que ça ne dépend pas de F, l'intensité de la force de traction. Donc on pousse plus, ou on tire plus, ou on tire moins, ça n'a aucune influence. On va essayer de démontrer ça. Et on va essayer aussi de comprendre quelque chose, que rien n'est difficile, que si on arrive à modéliser l'exemple comme il faut, ce n'est pas compliqué. À première vue, ici, vous pensez que c'est impossible de démontrer tout ça avec si peu de données. Non, ce n'est pas impossible, c'est même pas difficile, on va voir dans ce qui va suivre. Quel système étudier? Notre outil, c'est le PFS. Mais sur quoi on va appliquer le PFS? Sur S1? Sur S2 ou bien sur le système S1 union S2? C'est ça la question principale. On ne connaît pas qu'est-ce qui maintient S2 en équilibre. S2, vous le voyez ici, il n'est pas maintenu dans l'air comme ça. S'il n'est pas maintenu à droite ou à gauche, il va tomber. On ne va pas avoir cette configuration-là. Donc il y a quelque chose qui s'applique sur S2 qui n'est pas donné dans l'exercice. Donc impossible d'étudier un système qui va inclure S2. Donc, par élimination, ni S2, ni S1 union S2. Qu'est-ce qui reste? Il reste le solide S1, c'est lui qu'on va étudier. Et on va l'étudier à la limite de l'équilibre. Que veut dire limite de l'équilibre? C'est-à-dire au début de glissement. L'équilibre, c'est un domaine qui va finir par le blocage. Ou bien il va commencer par un début de glissement. Et c'est là qu'on va étudier pour qu'on puisse utiliser la loi de Coulomb qui régit le frottement sous forme d'équation et non d'inéquation.
pour simplifier un peu la chose. Ensuite, on va passer aux inéquations. Comme vous savez, si ça glisse, on écrit une égalité entre deux termes que vous connaissez bien dans le cours, et si ça bloque, c'est une inégalité. On va commencer par le plus. Passons donc à l'application du PFS sur le solide S1. S1 en équilibre par rapport à R implique que taux de S1 bar sur S1, le torseur des actions mécaniques extérieures à S1 sur S1 égale le torseur nul au point A ou en n'importe quel autre point de S1. Or, l'extérieur de S1, S1 bar, n'est autre que la force F, appliquée ici au point P, le solide S2 en deux places, en A et en B, comme on voit ici. De plus, on a l'hypothèse de la symétrie plane par rapport au plan AXY, le plan de l'écran. C'est un plan de symétrie de ce problème-là. Donc, tous les torseurs d'action mécanique s'écrivent sous la forme que vous connaissez bien, avec des tirets, les tirets qui correspondent à des zéros, mais qui proviennent non pas de la nature de la liaison ou de l'action mécanique, mais elles proviennent de l'hypothèse de la symétrie plane. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de force en Z, et le seul moment qui n'est pas nul, il est en Z, seul en Z. Donc les trois torseurs que nous devons exprimer pour ensuite sommer dans l'expression du PFS sont les suivants. Quand je dis trois torseurs, c'est-à-dire numéro 1, numéro 2, numéro 3, et ces trois couleurs-là vont nous accompagner tout au long de cette application. Donc le premier, torseur de F1 sur de F sur S1. F positif en X, 0, et 0 comme moment. Toujours la force à un moment nul par rapport au niveau de son point d'application, évidemment. Pour ce qui est de S2, en A, on a action tangentielle, action normale en A, ici. Et même chose en B, ici. D'accord? On a écrit ça en fonction du terme tangentiel et normal pour mieux utiliser la loi de Coulomb. Avec l'expression de la loi de Coulomb sous forme d'égalité, comme vous voyez ici, parce que nous sommes à la limite de l'équilibre. Et pour B, la même chose. Norme de la composante tangentielle égale F, coefficient de frottement, fois norme de la composante normale. Pour passer, ou plutôt pour enlever les normes, il faut connaître les signes. Donc, qu'est-ce qu'on a en A, qu'est-ce qu'on a en B? En A, je le dessine comme ça. Pourquoi c'est dessiné vers le bas? Parce que S2 ne peut que pousser S1, il ne peut pas tirer. Donc, c'est vers le bas. Donc, c'est une composante normale négative. Et pourquoi c'est vers la gauche et non pas vers la droite? Parce que la force de frottement tangentielle s'oppose toujours au mouvement. Et la tendance de mouvement est vers la droite, vers X positif. Donc, obligatoirement, ça va être une composante tangentielle négative. Donc ici, cette relation-là, comment elle va devenir? Si la norme, donc la norme c'est moins TA, et la norme ici c'est moins NA, donc moins des deux côtés, on peut les enlever, TA égale FNA. De l'autre côté, côté B, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi vers le haut? Même principe, parce que S2 ne peut que pousser S1, il ne peut pas tirer, donc ça va être vers le haut et vers la gauche, parce que ça va s'opposer au mouvement, ou bien à la tendance de mouvement qui est vers la droite, causée par la force F. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir TB négatif vers la gauche et NB positif vers le haut. Donc, on va avoir un signe moins entre les deux. TB égale moins F fois NB. C'est bon? Bien, donc l'expression des deux torseurs va être comme suit alors. Donc ici, on a remplacé TA par sa valeur et on a remplacé TB par sa valeur. La question qui se pose maintenant, où on va sommer les trois torseurs? Parce que comme ça, on ne peut pas les sommer. On a au point P, au point A et au point B. Donc il faut remettre tous les torseurs au même point pour pouvoir les sommer.
Mais où? Donc, on a choisi le point B parce que pour éliminer NB. Le point qu'on va choisir, toutes les composantes appliquées en ce point-là ne vont pas apparaître dans l'équation des moments. On a choisi de faire disparaître NB. On aurait pu choisir de faire disparaître NA. Mais dans tous les cas, on n'a pas intérêt à faire disparaître F parce que c'est supposé être une donnée du problème. Donc, choisissons le point B et transportons les torseurs mauve ici et le torseur noir, l'action de F et l'action de S2 en A, transportons les deux au niveau du point B pour que tous les torseurs soient écrits au point B et deviennent sommables, disons, sommables au point B. Donc ici, c'était 0, ça va devenir une constante C1 qu'on va calculer. Et ici aussi, ça a été 0 au point A. Au point B, ça va être une constante C2 qu'on va calculer dans ce qui suit. Bien, maintenant que nous avons tous les torseurs exprimés au point B, nous pouvons écrire l'expression du PFS, ici, comme la somme des trois torseurs égale le torseur nul au point B. Mais avant de passer aux équations scalaires qui découlent de cette expression torsorielle-là, il s'agit maintenant de trouver C1 et C2. Comment? Par la règle de transport des moments qu'on connaît bien, qu'on va écrire ici. Moment au point B de quoi? De la force F1 appliquée sur S1 égale moment au point P, qu'il est nul, donc c'est le vecteur nul qu'on n'a pas écrit ici, plus F vectoriel PB. Le point où est appliquée la force et le point ici où on veut trouver le moment. C'est exactement comme pour le transport des vitesses en cinématique. D'accord? Donc, F vectoriel PB égale, ici je l'ai écrit directement, vous allez voir que je vais trouver C1 et C2 de deux façons différentes. Ici je l'ai écrit directement, c'est une façon de faire. Comment? Donc on sait que le moment c'est l'intensité de la force multipliée par le bras de levier, cette distance-là. D'accord? Le bras de levier c'est cette distance-là. On veut trouver la distance entre le point P et B. C'est quoi? Donc c'est H plus D sur 2. C'est le bras de levier. Donc c'est F fois H sur 2. Qu'est-ce qui reste? Il reste le signe. Est-ce que c'est en Z ou bien en moins Z? Nous voyons que F fait tourner dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est de X vers Y. Du X vers Y, ça donne Z. X vectoriel Y égale Z, comme on a vu en cours. D'accord? Donc c'est H plus D sur 2 fois F, le tout en Z. Donc c'est 1, la constante qu'on cherche, c'est H plus D sur 2 sur F. Pour ce qui est de C2, on va écrire l'expression vectorielle un peu plus traditionnelle. Donc moment au point B de la force appliquée sur A par S2 sur S1. Donc RA c'est la réaction en A. Réaction de S2 sur S1 en A. Donc c'est RA vectoriel AB. Ici, on a un vecteur nul qu'on n'a pas écrit ici, c'est vecteur nul plus. C'est quoi ce vecteur nul-là? C'est le moment de RA en A. Bien sûr, chaque force a un moment nul au niveau de son point d'application. Donc, vecteur nul plus RA, c'est le vecteur du torseur, vectoriel AB. Point d'application, point où on veut trouver le torseur. Expression de RA, expression de la distance ou du vecteur AB. De A vers B, c'est quoi? Une distance moins L en X et une distance plus D en Y. D'accord? Ça donne bel et bien ce qu'on cherche ici. Donc C2 égale L plus F fois D multiplié par NA. Maintenant, on est prêt pour l'expression scalaire des trois équations qu'on cherche. Donc, première équation, F plus FNA moins FNB égale 0. Deuxième équation, NA plus NB égale 0. Troisième équation, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner C1 plus C2. Donc les deux
quantité qu'on vient de trouver, sommet égale 0. On traite un peu plus, la première la plus simple ici, donc NA égale moins NB. Mettons ça ici, ça donne quoi? Ça donne F égale moins 2F NA. Et ici, mettons le tout dans cette équation-là, on trouve L égale 2FH. Ceci est ce qu'on appelle la condition de non-arc-boutement. Pourquoi non-arc-boutement? Car il n'y a pas encore de blocage. N'oubliez pas qu'on a travaillé rien qu'avec des équations ici, avec des égalités. TA égale, norme de TA égale F fois norme de NA. Norme de TB égale F fois norme de NB. Donc nous sommes dans le cas de glissement, donc il n'y a pas d'arc-boutement. La question qui se pose, s'il y a arc-boutement, est-ce que cette égalité va devenir une inégalité L inférieure à 2FH ou bien L supérieure à 2FH? C'est ce qu'on va essayer de trouver dans ce cas. Bien, en situation d'arc-boutement, de blocage, c'est-à-dire il n'y a pas de glissement. Donc la loi de Coulomb prendrait la forme d'une inéquation. La loi de Coulomb qu'on a écrite à deux places en A et en B sous forme d'équation, l'une d'elles va avoir la forme d'une inéquation. Pourquoi l'une? Mathématiquement, parce que si on prend deux inéquations, le système ne serait pas résoluble. Et physiquement, on n'a pas besoin de deux blocages en deux points. Le blocage en un point suffit pour que le système soit bloqué. Donc on supposerait un blocage en B et la limite de l'équilibre en A. Pourquoi en B? En B car le moment, si vous vous rappelez bien, tous les moments ont été transférés en B. Donc le point B, c'est le point de calcul de tous les moments de tous les torseurs des actions mécaniques. Ainsi, TB, celle qui va apparaître dans l'inéquation, n'apparaîtrait pas dans l'équation des moments. On n'a pas envie de voir TB traîner partout. Parce que le problème, c'est avec TB. C'est TB qui va être inférieur à. On va le voir tout à l'heure. Ne perdez pas de vue le code de couleur, bleu verdâtre pour B et mauve pour A. Donc, l'équation pour A reste la même. Et pour B, l'équation, ici, va devenir une inéquation comme on a vu au cours. Passons aux valeurs algébriques. Donc la norme de TA c'est moins TA puisque TA est négative, c'est vers x moins. Même chose pour NA vers y moins, etc. On remplace et on obtient ça. Ainsi, notre système d'équation va devenir le suivant. Donc c'est ce qu'on avait, c'est le système qu'on a établi à la page suivante, à la limite d'équilibre. Avec TA, on avait mis FNA ici, et TB, on avait mis moins FNB ici. Notre système d'équation prendrait la forme suivante. Alors, donc, les deux dernières équations vont prendre la même forme. Il n'y a pas de TB là-dedans. Alors que pour la première, on va mettre cette équation et cette inéquation là-dedans. On va obtenir l'inéquation résultante que vous voyez ici. D'accord? Si je mets la deuxième équation dans la première inéquation, on va trouver cette expression. Donc la flèche rouge ici correspond à l'implication rouge ici. Mettons la deuxième équation dans la première inéquation, flèche bleue correspond à la flèche bleue, on obtient ce que vous voyez. Simplifiant, on obtient L inférieur à 2FH et c'est la condition d'arc-boutement. C'est le résultat principal qu'on va analyser dans la page suivante. Bien, donc la condition d'arc-boutement, c'est L inférieur à 2FH. On avait vu que la limite, c'était L égale 2FH, et pour passer au blocage, il faut un L inférieur à 2FH et pas supérieur. Si vous vous rappelez bien, on avait commencé par ce petit paragraphe au début de l'application. On a dit, on voulait prouver que l'arc-boutement, le blocage est favorisé par un grand H, un petit L, un coefficient de frottement élevé et que ça ne dépend pas de F. Voyons, est-ce qu'on peut prouver ça? L inférieur à 2FH. Est-ce que ça ne démontrait pas ça? Donc ça, ce point-là, il est démontré. Donc plus L est petit, plus il y a un risque d'arc-boutement.
il y a une limite qui s'appelle 2FH. Si elle tombe en dessous de cette limite-là, ça va bloquer. Bien sûr, imaginez que cette longueur-là, elle est très petite. Imaginez que c'est pas un cylindre, mais c'est un anneau. Ça va bloquer beaucoup plus facilement. On peut imaginer. Par contre, si la longueur de guidage est grande, ça a moins de risque de bloquer. Deuxième chose qu'on peut prouver, cette expression-là, on peut l'écrire H supérieur à L sur 2F. H supérieur à L sur 2F. Donc, ceci démontre que le blocage est favorisé par un H plus grand. Donc, si je prends pour un L constant et un F constant, il y a une valeur limite qui s'appelle L sur 2F. Si je dépasse, c'est-à-dire si au lieu de tirer ici, je tire un peu plus bas, si H est plus élevé, on tire là, il y a plus de risque que ça coince et qu'on ait l'arc-boutement. Par contre, si on applique F ici à ce niveau-là, on s'approche le plus possible de l'axe, il y a moins de risque d'arc-boutement et ça, on peut l'imaginer si on a le moindre sens physique. On peut également comprendre facilement, si je réécris cette expression-là, F est supérieur à L sur 2H, d'accord, que F, le coefficient de frottement, est un facteur qui va favoriser l'arc-boutement et c'est intuitif. Plus c'est rugueux, moins c'est lubrifié, plus il y a de risque de frottement, risque de blocage, excusez-moi. Donc la valeur limite c'est L sur 2H et si on la dépasse, il va y avoir un arc-boutement. Donc ça aussi c'est démontré et on voit aussi à partir de ces expressions-là, en fait, c'est la même expression écrite différemment, que ça ne dépend pas de F, on tire fort ou on tire faiblement, ça ne va pas débloquer la situation. On a démontré ce qu'il fallait démontrer, et on a démontré aussi que ce n'est pas compliqué, il s'agit de bien appliquer les règles du cours et de ne pas avoir peur de l'énoncer, aller étape par étape, et tout est facile. À la prochaine.